Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture bande dessinée, la pop culture par leur travail. Et on est vraiment dans la French Connection une fois de plus dans cet épisode puisque nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois un de nos invités les plus réguliers, en tout cas qu'on aime avoir avec nous régulièrement, c'est Sylvain Repos. Sylvain, salut à toi. Salut Arnaud. J'espère que tu vas bien. Très bien. Tu es content d'être là de nouveau dans ce podcast. Tu ne te dis pas, j'en ai marre d'aller dans First Print, décidément. Non, c'est mon rendez-vous qui ponctue les sorties. Et je me dis que ça va être une bonne sortie si on en parle. Eh ben peut-être, à voir, parce que bien entendu, on te reçoit encore une fois pour Yojimbot, puisque le tome 3 est sorti chez Dargo. Yojimbot, c'est ta première bande dessinée. On t'avait reçu il y a déjà 2 ans pour parler du premier tome quand ça sortait. C'était vraiment donc ton premier album de jeune auteur. T'es toujours aussi jeune, toujours aussi fringant. Ouais, j'ai 3 ans de plus. Mais voilà, t'as quand même 3 ans de plus, 3 tomes dans les pattes. C'est pas encore la fin, parce que Yojimbot c'est en 4 tomes. Mais voilà, on fait du suivi. On fait du suivi sur l'ensemble de cette aventure et peut-être qu'après on te lâchera un petit peu les bottes ou pas, je ne sais pas, ça dépend un petit peu de ce que tu as prévu. Quoique, je crois que je sais un petit peu ce que tu as prévu, donc je pense que tu reviendras encore par la suite. Mais n'allons pas trop vite. Donc Yojimbot, le 3e tome, la première fois tu étais venu à la maison en solo, on avait dû refaire l'enregistrement deux fois parce qu'il y avait eu un bug. La seconde fois, t'es venu avec Thomas Ragon, ton éditeur, que l'on salue, qui continue ses aventures, donc il n'est plus chez Dargo maintenant, mais qui continue joyeusement ses aventures d'éditeur. Et donc là, on change encore un peu le contexte, puisque on est à ton atelier. Oui, on est Studio Manjari à Gare de Lyon. Ça fait depuis longtemps que tu y travailles ? Maintenant, je crois que ça va faire 4 ans que j'y suis. C'était je finissais mon tome 1 quand je suis arrivé ici. Donc c'était aussi pour le finir dans les meilleures conditions que j'ai pris un atelier justement pour pouvoir avancer sans mettre mon plat Picard sur mes planches, pour éviter de les arroser à la bière tous les matins. Puisque tu es alcoolique, évidemment, et oui. On fera un point là-dessus en fin de podcast avec un numéro vert pour vous prévenir de tout cela. Mais justement, je suis pas sûr que tout le monde connaisse un petit peu forcément comment ça fonctionne un peu les ateliers d'artistes, combien vous êtes, comment ça marche, est-ce que vous avez chacun votre espace pour travailler. Explique-moi un petit peu, c'est quoi la vie d'un atelier d'artiste ? Tous les ateliers sont un peu différents, mais en général, tu payes ta place, tu payes l'espace de ton bureau. C'est pas c'est pas comme un loyer, tu payes pas pour tout le bâtiment non plus. Donc les prix varient, mais en général tu payes ta place, il y en a certains qui fonctionnent au mètre carré, genre tu vois, si t'as un bureau simple, un bureau double, est-ce que t'as besoin si tu fais des arts plastiques un peu en 3D, t'as besoin de plus de place. Ici on a quelques pièces qui servent justement à ça, pour ceux qui font du modélisme, qui font de la sculpture, qui est juste derrière là. Du coup, quand c'est comme ça, tu payes un peu plus cher parce que t'as besoin de plus d'espace, t'as une pièce réservée qui ferme, alors que en haut, on est plus dans un open space et on a nos bureaux qui sont à l'air libre où il peut y avoir la gênance des autres, mais ça arrive très peu. C'est bien, vous êtes tous ordonnés, mais justement, est-ce que t'as quand même besoin de ce genre d'espace parce que on se rappelle au fil des épisodes que t'es passé du papier au numérique, que tu dessines sur une tablette, ce qui nécessite pas non plus énormément d'espace, ou alors peut-être que je me trompe, mais par contre c'est quoi, c'est plus le cadre alors d'être avec aussi des pairs qui te permet d'avoir plus de concentration, d'échanger aussi Ouais, quand je suis arrivé à l'atelier, c'était vraiment pour le côté espace, travailler correctement mes planches sur papier et dans un cadre assez sain. Et par la suite, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus stimulant de bosser avec des gens autour de toi, notamment il y avait Marion Montaigne qui était là, il y a Philippe Pochep qui est là aussi et avec qui je suis devenu vachement proche. Et en fait ça permet de créer une vraie dynamique de travail, parce que le matin quand t'arrives, tu tchatches pas trop longtemps non plus. Quand tu les vois au boulot, tu te mets au boulot. Tant qu'ils sont là, tu pars pas plus tôt. Tu vois, il y a un côté par mimétisme, tu te mets à vraiment beaucoup bosser et avancer beaucoup plus vite. Donc en fait maintenant c'est un peu ma carotte aussi pour avancer, c'est que quand ils sont là je travaille et au moins je sais que je vais avancer.
Alors ce tome 3 qui sort à l'été 2023, le tome 2 était sorti au printemps 2022 de mémoire. Ouais. Donc pareil, tu es toujours en train d'abattre tes 160 pages en un an et quelques. Ça, c'est un rythme que tu maintiens et qui en plus a été facilité par le tout numérique maintenant que tu maîtrises totalement. Bah oui, là on va dire je commence à avoir une belle régularité au moins sur le numérique, là où pour le tome 2 je faisais beaucoup d'allers-retours où j'arrêtais pas d'effacer, recommencer, parce que toujours le problème du numérique, c'est que tu peux faire un trait parfait et tu vas aller chercher en fait encore et encore, là où sur le papier tu vas pas effacer 12 000 fois ton trait, tu vas mettre un coup de Tipex, tu vas le refaire et puis après tu dis bon bah là stop. Alors qu'au numérique tu peux vraiment perdre un temps fou à juste effacer, refaire, à chercher le bon arc de cercle. Là où c'est techniquement plus rapide en fait sur papier. Mais maintenant je commence à avoir un peu à lâcher du lest aussi en termes de dessin, à avancer beaucoup plus vite, à essayer de retrouver quelque chose de plus généreux dans mon trait, quelque chose de plus spontané. Donc là j'ai réussi à m'y tenir, d'autant que j'avais pris pas mal de retard à cause de ma tournée de dédicace qui était beaucoup plus importante pour la sortie du 2, parce qu'on avait le fauve du 1 aussi qui s'était rajouté à tout ça. Donc en fait j'avais pris 4-5 mois de retard parce que j'avais au pic vraiment j'avais 2 dédicaces par semaine, pas sur Paris, donc j'avais presque plus le temps de travailler. Avec les déplacements, ouais. tu peux même pas dessiner parce que t'avais vanté, moi je me rappelle très bien dans le deuxième épisode qu'on avait fait ensemble, t'avais vanté l'utilisation de la tablette qui faisait que tu pouvais littéralement dessiner partout. Ouais, bah donc même dans le train, quand tu vas faire une dédicace, espèce de gros fainéant. Le train bouge un peu trop quand même pour travailler dans les meilleures conditions. Surtout pour faire le trait parfait, ouais. Ouais. Mais non, mais par contre après je dessine après un repas comme un enfant sur un set de table, tu vois, mais là du coup je sors ma tablette. C'est un set de table à 1400 €, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou plus même. Plus le stylet. Je crois. Oui, c'est ouais. ça, c'est le stylet à 200 balles aussi, quoi. Mais oui, du coup maintenant j'ai pu avancer tout doucement, mais j'avais quand même accumulé pas mal de retard. Donc en fait sur mes 4 mois de dédicace, j'avais avancé l'équivalent d'un mois, même pas. Donc en fait ça me fait prendre du retard que j'ai dû rattraper après par la suite. Mais comme je me détends un peu plus au numérique, en fait j'ai pu aller beaucoup plus vite et le rendre à peu près à temps. Comment tu l'as abordé ce 3e tome? Il y avait beaucoup de pression sur le second parce que justement tu avais les attentes liées au démarrage de ta nouvelle série. Tu voulais à la fois donner plus d'éléments de contexte et d'histoire. Tu finissais le second tome en plus par un gros cliffhanger puisque tu avais quand même ton héros principal, Hiro, qui se finissait avec une main coupée, ce qui pour un gamin de 10-12 ans est pas non plus génial comme situation. Pas pratique. Oui. Avec une situation de brèche de confinement sur les resorts en fait, qui faisait que c'était vraiment une situation un petit peu cataclysmique. Donc là aussi c'est comment est-ce que tu l'as abordé ce tome avec la résolution qui arrive au final, avec une résolution qui arrive assez rapidement, comment vraiment tu l'as envisagé aussi pour pas avoir non plus à te répéter sur les 2 premiers albums? Et ben en fait celui-là je l'ai pris sous le prisme de je vais enfin dans celui-là faire ce que je voulais faire dès le départ. C'est-à-dire ma promesse de base c'était une BD Shambara avec un samouraï solitaire, robotique, qui fait sa vie tout seul, qui a des petites aventures. Donc en fait je me suis dit je veux arriver à ça. Du coup, avec la fin du 2, c'est ce que j'avais réussi à mettre à peu près en place. J'ai littéralement mis des personnages au frigo pour pouvoir me concentrer juste sur les personnages où j'avais envie d'illustrer leurs aventures à eux. Du coup, on se concentre sur la mère et sur Shiro. Tous les autres personnages, je les mets un peu au frais pour pouvoir mettre en image enfin cette promesse-là qui était le lonesome cowboy tout seul. Qui se fait un peu maltraiter par les événements. Donc et pour m'y tenir en plus j'avais pour la première fois j'ai commencé par la couverture. Avant ma première page, avant quoi que ce soit, j'avais la couverture. Vraiment, c'est le premier truc que j'avais fini, qui est justement le robot sur un cheval, très cow-boy, très western. Et juste pour me l'imposer un peu. Très, très Lucky Luke. Hein, ouais. Et du coup, ça m'a imposé cette espèce de ligne d'horizon de faut que j'arrive à ça. Faut que narrativement, on arrive à cette situation-là. Et du coup, en fait, ça m'a bien réussi parce que je me suis vraiment éclaté en fait à faire cet album-là, plus que les autres en fait, parce que en fait c'était ce que j'avais envie de faire à la base. Là où pour le 1 en fait, par rapport à mes idées de base, j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté des événements, et en fait un peu à l'image d'un bateau de Thésée, tu vois,
ça ressemblait plus vraiment à mon idée de base, à force d'avoir enlevé des bouts, remettre d'autres bouts et compagnie. Et donc, en fait, c'était plus vraiment l'album que je voulais faire. Avec le 2, j'ai fait la suite, on va dire, de ce tome 1, où j'ai essayé d'amorcer un peu la direction pour arriver à ma promesse de base. Et maintenant, sur le tome 3, j'arrive enfin à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire ce récit western avec des sabres. Mais est-ce que t'as pas eu peur de trahir quelque part un peu ceux qui avaient apprécié justement la formule que t'avais sur les 2 premiers tomes, ce côté Lone Wolf and Cub, ce côté vraiment d'avoir un petit gamin avec un robot qui lui sert de protecteur. Justement, c'est vrai que tu modifiais déjà un petit peu la donne des interactions de tes personnages avec le reveal de la daronne dans le tome 2. Là, tu prends, même par rapport un peu à l'orientation, on va dire, jeunesse qu'on pouvait lire dans ton titre au début avec ce personnage de gosse, là, tu pars presque dans un truc adulte. C'est-à-dire que ça devient pas forcément plus sanglant et d'un côté ultra glauque ou pas. Mais par contre, là, tes personnages, t'as vraiment une adulte d'un côté et un robot potentiellement adulte aussi, on va dire, de l'autre. Ouais, comme tu l'as dit, ça reste un tome 3 d'une mini-série, et je me suis dit que là, on pouvait un peu changer la formule parce que il faut pas que ce soit redondant, pas faire 4 tomes de robots qui protègent un enfant. Ça risque d'être, dans les mécaniques d'écriture, les scènes d'action et tout, en fait, elles vont vite se ressembler les unes aux autres. Donc je me suis dit que de toute façon, il fallait trouver une formule, il fallait trouver un peu de nouveauté dans celui-là, et en fait, c'est pour ça que je me suis permis d'axer mon récit vers cette espèce de séparation avec toujours des combats assez régressifs, très shonen et compagnie, un truc un peu plus espionnage, infiltration pour ce qui est de la mer. Mais je me suis dit ça coule un peu de source avec les 2 précédents, même si comme tu dis, ça devient un peu plus mature et dans le dessin et dans le ton aussi. Mais voilà, pour le 4 aussi, je changerai peut-être quelque chose. Ce sera normalement le feu d'artifice final, tu vois. Donc il va falloir que je trouve quelque chose qui marche bien avec justement avec le passif des 3 premiers albums. Mais l'intrigue, justement, tu la changes en cours de route un petit peu, parce que je me rappelle aussi que dans le tome 2, alors, il y a beaucoup de choses que tu nous avais promis dans le podcast qui ont été tenues, oui. Mais tu avais dit aussi qu'on irait à l'extérieur sur le continent, parce qu'on sait aussi maintenant que, en fait, toute l'apocalypse qu'on nous a vendue sur cette île, en fait, n'a pas eu lieu dans le reste du monde. En fait, elle n'a même pas eu lieu. Techniquement, c'était une mascarade. Mais on voit pas encore ce continent, alors que tu nous l'avais promis. Oui, je l'avais promis, mais ça arrivera parce que c'est un peu... C'est-à-dire, est-ce que tu vas t'engager en politique, du coup, pour ne pas tenir tes promesses? Il va falloir que vous votiez pour moi pour un nouveau mandat, pour un nouveau tome, et vous aurez enfin les promesses que je vous ai promis pour ce mandat précédent. Eh ben, c'est parfait. Mais du coup, par contre, t'as switché alors ton histoire? Non, c'était plus... pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est pour savoir s'il y avait juste c'est justement ces pans qui devaient se passer sur le continent, ou ce que tu devais montrer du continent, en fait, que tu as décidé soit d'enlever ou que tu as modifié. Ouais, c'est plus, je l'ai mis en image différemment, tu vois. Je m'en suis servi juste à un moment, il y a un robot qui a une interface avec des gens qui sont sur le continent. J'ai préféré simplifier parce que je voulais raconter aussi beaucoup de choses, et il faut faire faut faire des coupes, tu vois. Par exemple, dans le tome 2, il y avait des pages qui étaient pour le tome 1 à la base. Et ainsi de suite, tu vois, des fois, il y a des idées que t'es un peu obligé de décaler parce que soit ça crée un nouveau niveau de narration qui marche pas, en fait, qui va encore perdre les lecteurs. Comme là, en plus, mon idée de base, c'était de jouer, sans trop spoiler, un peu sur la temporalité. Il fallait que certaines choses soient assez claires en termes de chronologie. Donc, en fait, ça aurait été un peu trop de changements de décor, peut-être trop de nouveaux personnages aussi, qui fait que ce serait un peu incompréhensible à ce moment-là de la narration. Tant que c'est pas encore amorcé de manière un peu plus ponctuelle. Alors il y a aussi tout le versant de la maman de Hiro qui permet aussi d'en connaître encore un peu plus, en fait, sur les motivations des antagonistes, avec vraiment ce côté, tu voulais mettre une grosse société capitaliste qui utilise quand même littéralement le sang, en fait, de la famille propriétaire pour signer des transactions financières, quoi. Ouais, voilà. Alors on n'aime pas le capitalisme, Sylvain Repos? Pas trop, non. Alors, c'est pas trop 2023 le capitalisme. Non, mais ouais, je voulais un petit peu mettre. C'était vraiment mon idée de base de toute façon, ce truc-là. Mais je me suis toujours un peu posé la question comment j'allais le mettre en image, comment j'allais le mettre en scène, comment
comment on allait en plus narrativement y arriver, parce que c'est pas évident tu vois, même à l'oral, c'est dur de le raconter, que en fait on est dans un monde post-apo où il y a, en fait c'est pas vrai, en fait il y a toujours des sociétés qui font des transactions avec le sang des ayants droit de ces grandes sociétés, mais on leur fait croire qu'ils sont tous morts et compagnie. Enfin bref, c'est hyper dur. Alors mis en image, mis en scène pour que ce soit compréhensible, c'était un petit défi aussi. Surtout la façon de le raconter aussi, c'est-à-dire comment faire pour que ça paraisse le plus naturel possible, en fait, dans l'intrigue, plutôt que de faire une page d'exposition ou au pire un encart explicatif pour faire bon, en fait. Non, je me suis interdit les encarts. Ouais. Ça, vraiment, c'était niette. Ou d'avoir, tu sais, ce genre de scène où t'as un personnage qui va sortir un PowerPoint limité et t'expliquer la situation comme ça. C'était vraiment le truc dont je me suis un peu interdit. Même si là, je crois que pour le cadre, va falloir trouver. J'ai une petite idée aussi pour rattraper un peu la narration, récapituler un petit peu là où on en est. J'ai trouvé un truc qui va permettre un peu de. Enfin, un personnage qui va pouvoir réexpliquer tout ce qui s'est passé. Donc, c'est toujours des petits tricks comme ça qu'il faut trouver, parce que justement, je veux pas faire d'encart, je veux pas faire de personnages extra-diégétiques qui d'un coup se mettent à t'expliquer l'histoire. Et un de mes partis pris aussi, c'était que le monde, tu le découvres qu'au travers de tes personnages. En fait, s'ils le savent pas, tu le verras pas. Donc, ou s'ils sont pas en présence des 10 personnages, ça n'arrivera pas en BD en tout cas. En termes de longueur, tu pars toujours. En termes de longueur, t'es toujours sur la même pagination. Ça, c'est aussi quelque chose que tu veux maintenir en fait. T'as pas. Est-ce que t'as la liberté de faire plus court ou de faire plus long même, sachant qu'on l'a déjà dit, mais faire 160 pages en un an et quelques, c'est beaucoup pour le milieu. Mais c'est pareil. Est-ce que c'est des choses que tu discutes avec ton éditeur pour savoir si t'avais un petit peu de rab ou au contraire si tu voulais faire un peu plus court? C'est toujours une sorte de petite magie que de se rendre compte que, tu vois, bon, je suis parti sur 150 pages et en fait, dès que je fais mon découpage à l'écrit, en fait, j'arrive toujours pas très loin de 150 pages. Tu vois, c'est un peu genre, j'ai pas fait exprès, tu vois, juste les événements que je voulais raconter. Je sais à peu près que ce combat-là, il va durer 3-4 pages, cette conversation, elle va durer 2 pages et compagnie. Et en fait, à chaque fois, je tombe à peu près juste. L'avantage, c'est que j'ai un découpage qui permet aussi de temps en temps faire des petites doubles pages de respiration. Donc en fait, si par exemple je fais 147 pages, je me dis je rajoute 2 doubles pages à un endroit qui va permettre de respirer un petit peu et en plus d'augmenter la pagination tout en offrant des belles images, et ce genre de choses. Du coup, il y a plein de pages qui auraient pu être des pages simples, qui auraient pu être condensées, en fait. Qui là du coup sont des belles doubles pages très contemplatives avec des beaux combats sur une belle double page. Du coup, ça c'est toujours un petit peu mon échappatoire si jamais je suis trop court ou trop long. C'est une double page qui en devient une, ou c'est des pages simples qui deviennent des doubles pages. Dans le premier tome, je t'avais posé déjà la question de faire exprimer des émotions ou d'exprimer quelque chose avec des persos robotiques, notamment parce que tu avais des interactions entre un petit garçon et un robot. Là, tu as un robot qui est tout seul et qui pour toute l'histoire vraiment va interagir en fait qu'avec des robots quasiment. Comment tu passes là-dedans? Est-ce que tu as regardé des films muets? Est-ce que tu as fait des recherches comme ça un petit peu pour la gestuelle et la façon dont les corps parlent aussi en fait? Non, pas trop. Moi, tu sais, c'est toujours film des années 80-90. Il y a toujours des personnages un peu muets, mignons, kawaii, tu sais, qui font qui penchent légèrement la tête sur le côté pour paraître mignons, ou qui tout est dans la posture en fait. J'ai pas besoin de faire beaucoup de recherches. Et en plus, du coup, il y a la posture des personnages et il y a le cadrage qui, quand tu montres un personnage en gros plan après une scène, en fait, tu peux comprendre l'intention que j'ai mis dedans sans que le personnage ait un faciès. Tu sais que c'est dramatique parce que j'ai fait un gros plan. Si tu sais que tu sais que le personnage se sent seul si je le montre en tout petit de très loin. Tu vois, il n'a pas à avoir les bras ballants en mode je suis où tu vois. C'est en fait du coup dans la composition de certaines images, tu peux faire passer les émotions que sont censés ressentir les robots. Donc en fait, c'est tout un petit jeu comme ça. De temps en temps, il faut leur faire une gestuelle pour bien qu'on comprenne ce que je veux raconter. De temps en temps, c'est plus par la composition que ça va passer. Du coup, il y a toujours de quoi faire. Il y a toujours des solutions pour chaque
pour chaque robot, chaque sentiment, chaque émotion que je veux leur donner. C'est difficile de continuer à faire des designs de robots sans te répéter. Non, j'en ai tellement en stock. C'est vrai? Ouais, bah tu sais, j'avais commencé comme ça en faisant des sortes de catalogues de robots encore et encore et encore, et j'en ai tellement parce que j'en ai encore fait d'autres depuis, tu vois. Oui, bah ça j'imagine, parce que j'allais même te demander si en fait le fait qu'au début de l'album tu mettes volontairement au frigo une partie des robots qui nous accompagnaient précédemment, c'est aussi pour te dire bon bah comme ça je peux en utiliser d'autres aussi sans forcément en plus être cruel avec les robots en question et les faire mourir vraiment, enfin. Ouais, bah là c'était un peu ça aussi, c'était un peu varié, tu vois. Je commençais à ça aurait fait 3 tomes avec les mêmes robots, les mêmes tu vois, bah encore une fois très vite on serait retombé dans les mêmes mécaniques, on les a déjà vus se battre d'une certaine façon, t'as plus le côté un peu surprise, tu vois. Et c'est toujours un petit peu cool d'avoir des nouveaux persos et un petit côté waouh quand tu les vois se battre. Tu découvres en fait ils sont hyper badass. Là où la magie c'est un peu estompé, tu vois. Là je préfère un peu maltraiter mon personnage principal, faire venir des nouveaux robots hyper badass qui eux prennent un peu toute la lumière pour créer un peu de surprise. Là où si ce robot là, le robot principal tape toujours tout le monde d'un seul coup, et bah au bout d'un moment c'est plus trop marrant, quoi. Ouais. Il y a un cheval robot. Il y a un cheval robot. On sait déjà, enfin moi je sais d'expérience que les gens aiment, enfin que les artistes aiment pas forcément dessiner des chevaux, parce qu'avant c'est super compliqué, notamment avec le travail sur le mouvement des jambes. Ouais. Et toi, par contre, tu t'es dit, tu t'es rajouté ça, quoi. Tu t'es dit, je vais faire un putain de cheval robot parce que c'est pas assez compliqué déjà à dessiner. C'était un peu la fausse bonne idée de cette couverture, tu vois. Tu sais, j'ai commencé par ça, je me suis dit, ouais, ça va être hyper badass et tout ça. Et au moment où je me suis dit, bon, bah là, ça va être les pages où il y a le cheval robot qui arrive, là, j'ai fait, quelle idée de merde. Mais en vrai, c'est hyper jubilatoire de dessiner. En fait, c'est un défi de dessiner un cheval. Et quand tu le réussis, c'est ouf. T'es content. T'es content et tu fais yes. Bon, après, tu vas pas le faire sur un album de 150 pages, quoi. Donc, beaucoup de training montage, beaucoup on le voit en petit sur certaines cases pour ne pas avoir à le dessiner entièrement. Mais on va dire, on va pas le garder très longtemps, ce cheval non plus. Non, ouais. Tu fais des recherches sur des photos, enfin, tu prends des modèles alors là pour. Ouais, bah un peu de modèles de chevaux avec de la chair, et aussi pas mal de squelettes que j'ai regardé. Ouais. Parce que justement, t'as toujours en fait, les squelettes des chevaux, ils sont un peu compliqués parce que comme ils ont tellement de muscles, le squelette est pas vraiment là où on croit qu'il est. Okay. Tu vois, le muscle est assez haut et en fait l'os est pas au milieu du muscle, l'os est en contrebas, et de temps en temps j'ai dû un peu tricher sur la morphologie du cheval parce que justement en fait si tu dessines juste les os c'est très malaisant et ça fait un cheval bizarre. Ouais, très très chelou. Donc en fait j'ai un peu triché là de temps en temps où en fait les os mécaniques du cheval viennent remplacer la musculation plutôt que les os parce que ça rend mieux, en fait, ça fait plus joli. Ah, mais c'est même pas trop dur ensuite juste d'imaginer d'un point de vue mécanique comment ces pièces elles s'assemblent et comment elles marchent surtout. Parce que tu pourrais pas faire des pièces où quand tu regardes un peu plus en détail tu te dis mais ça marche pas, enfin là ça se voit qu'elles peuvent pas interagir, expliquer et mimer la fonction d'une jambe. C'est quelque chose auquel tu penses ou l'important c'est juste que visuellement faut que ça fonctionne, comme ça les gens se poseront pas forcément enfin après voilà c'est vraiment pour t'embêter tu vois, mais que les gens vont pas se demander mais en vrai ce truc là ne peut pas fonctionner. Bah je me suis toujours vraiment inquiété de ça, genre les articulations, je fais toujours en sorte que ça puisse tourner, qu'on voit que ça tourne, que ce soit pas genre magique au niveau des armatures, au niveau des jointures plutôt. Mais pour le cheval, je me suis en fait ça est venu assez naturellement, tu vois, ça faisait 150 pages que je faisais des robots à peu près pareil, juste il a 2 pattes en plus, donc c'est toujours à peu près le même travail. Là, c'est juste que j'ai dû plus me poser la question de comment le rendre stylé, parce que c'est pas tu vois, il fallait lui faire des grosses fesses de cheval pour qu'on comprenne bien, alors qu'un vrai cheval, bah, il a pas grand chose à part le bassin à cet endroit-là, et ça rend pas bien. Du coup, et on va dire le seul problème mécanique, c'est que je crois que genre la masse de métal que ça ferait pourrait pas tenir sur ces pattes hyper fines que j'ai fait. Je pense que le truc s'écroulerait en 30 secondes, enfin, c'est pas viable. Donc, il y a plutôt ça, tu vois, il aurait fallu que je lui fasse des gros sabots de percheron pour qu'il puisse supporter genre tout ce poids, mais sinon je me pose toujours la question, oui, bah, pour que ce soit à peu près crédible, pour qu'on se dise pas bon
voilà, ça c'est une rotation. En fait, il peut pas la faire parce que c'est pas comme ça que ça marche, la mécanique et tout ça. Donc maintenant, je me prends plus trop la tête. Je fais juste en sorte que ça ait l'air stylé et à peu près viable pour créer l'illusion. Et puis, de toute façon, on n'est pas dans un récit mécaniquement réaliste, quoi. Voilà, non, c'est pas non plus très, c'est pas premier degré. Non, oui. On a suspendu notre crédulité depuis quelque temps déjà. Voilà. Ça fait quand même 450 pages de BD déjà. Quand t'as fait là le deuxième tome, c'était déjà 300. Donc quand t'as déjà 300 pages de BD dans un univers, est-ce qu'il y a quand même des passages qui sont plus pas contraignants, mais où tu souffles un peu quand même, oui, par rapport à d'autres choses où j'ai l'impression, en tout cas moi je le ressens sur certaines planches, où je me dis là, Sylvain il s'est fait plaisir. Oui. Et sur d'autres, peut-être que moins. Disons, j'ai pas ressenti en lisant qu'il y avait des planches où tu te faisais chier, mais je me demande quand même quand t'as plus de 300 pages déjà faites, est-ce qu'il y a des choses qui te font un peu plus chier que d'autres ou pas? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est vraiment c'est l'album que tu voulais faire, oui. Voilà, c'est là, j'ai fait en sorte de me faire kiffer sur chaque passage. Ça, c'était plus le problème du 2 où je me suis imposé des choses que je trouvais étaient des bonnes idées, mais graphiquement, c'était pas les choses que j'avais le plus envie de dessiner. Là, c'est un peu l'inverse. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner? Comment on y arrive? Mais il y a toujours cette espèce de... des fois, en fait, le personnage reste un peu plus longtemps que prévu à un endroit et tu te dis, merde, je vais devoir dessiner ce décor-là et qu'on reste dans ce décor-là et qu'il soit crédible et viable à 360 degrés. Donc, c'est un peu plus sur des fois sur des champs contre champs, tu vois, où je me prends un peu la tête, où je fais, ah putain, ça, c'était pas vraiment kiffant de me dire, attends, si lui, il est là, il y a ça dans son dos. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois, c'est des fois c'est plus sur des conversations ou des moments qui restent un peu trop au même endroit, où je commence un peu à m'ennuyer et à me dire, bon, là, va falloir vite qu'il parte, que je dessine quelque chose de nouveau, quoi. Et justement, mais l'ennui, tu fais comment alors pour pour pas tomber dedans? C'est la rupture, c'est vraiment remettre de l'action dès que tu vois que ça se calme un petit peu. C'est quelque chose que tu travailles aussi dès l'étape du script, j'imagine. Oui, j'essaye un peu de créer, tu sais, une sorte de rythme assez cool, tu vois, genre 5 à 6 pages de marche, 5 à 6 pages de bagarre, 5 à 6 pages de dialogue. De bagarre. Non, mais mais je trouve que ça rythme bien, ça crée des coupures, t'as l'impression qu'on change de tonalité à chaque fois. Donc en fait, j'ai essayé. En plus, je l'ai travaillé à peu près comme ça. Celui-là, j'ancrais, je scriptais, je crobardais et j'ancrais par 15 pages. Ok. Justement pour que ça me fasse des petites séquences, que je me dise bon bah là je suis là. Dès qu'on changeait de lieu, je changeais de séquence et je le faisais par petits blocs comme ça. Ça m'a permis de pas m'ennuyer sur cet album-là et qui reste vraiment hyper agréable à dessiner. C'est quoi le plus compliqué à gérer quand tu fais justement ces scènes d'affrontement à 4 ou 5 personnages? C'est de pas en oublier un. Déjà, de pas se planter d'armes. Parce que des fois, des fois, tu te rends compte, ah ouais, mais lui, il est derrière lui. Alors, je lui mets l'arme la plus pratique pour taper, mais tu fais, ah, mais c'est pas le bon robot qui tient cette arme-là. Donc, t'es obligé de changer des trucs. Des fois, de changer des trucs en amont. C'est plus les raccords, tu vois. Faut pas te planter, faut pas te tromper d'habit, faut pas oublier. Tu vois, il y a un moment, j'avais un perso, j'avais oublié. En fait, je l'avais dessiné habillé et en fait, 4 pages après, il était sans son costume. Et donc, en fait, j'ai dû retaper des pages avant en me disant, bon, bah là, faut que je montre que sa tenue commence à s'élimer, se déchirer pour qu'arrivé à cette page-là, il soit à poil. Donc ça c'est compliqué, c'est vraiment ces raccords-là qui sont mais qui sont quand même vachement plus simples à anticiper maintenant que t'as le numérique. Ça aurait été beaucoup plus casse-tête si t'avais dû faire ça sur oui, ça c'est vraiment l'avantage. Mais ça te manque pas un peu le papier d'ailleurs? Si, de ouf. Vraiment, moi j'adore les tournées dédicaces parce que je redessine enfin mes personnages mais sur papier. Et mais après je dessine beaucoup sur mon temps libre, je fais d'autres projets aussi qui méritent du papier, donc on va dire c'est vraiment pour Yojimbot maintenant que je reste au numérique. Et je pense que pour des projets futurs, je repasserai sûrement à du papier. Quitte à ce que ça te prenne plus de temps. Ouais, mais il y a un côté un peu plus quali, un peu plus noble aussi, et c'est pas la même. Je pense que je ferai toujours par contre m'écrayonner sur tablette, parce que justement refaire et défaire et changer les cases de place, ça maintenant sur papier c'est trop long, trop chronophage. Tu peux pas te déplacer une case par plaisir, tu vois.
Faut faire du coupage et du découpage et du collage, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est pas la chose la plus simple, la plus simple à faire. J'ai quand même une question, on va essayer de pas spoiler, mais il faut quand même l'aborder. De toute façon, a priori, les gens qui écoutent ce podcast, ils ont lu l'album avant, surtout que c'est un tome 3, donc ce serait un peu bizarre qu'ils aient écouté sans avoir rien lu de Yojimbot. Il y il y a un twist de nouveau hein, dans ça tu veux garder, tu aimes le déhanché de bassin, tout ça. Moi je trouvais que tu le sentais un petit peu, enfin tu te poses la question quand même, donc on va dire un twist temporel, on va dire, voilà, pour ne pas en dire plus. Comment tu fais justement pour réussir à garder cet aspect de faut maintenir le twist jusqu'au bout. Effectivement, quand t'as la séquence sur la fin de l'album qui clairement annonce le truc, tu le sens venir d'un coup, tu dis ah ouais mais en fait là il va se passer, enfin la façon dont tu le mets en scène, tu dis c'est forcément parce qu'il y a anguille sous roche. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour pas se laisser piéger et justement dévoiler des indices trop tôt? Bah justement, c'est de pas insister dessus, de le j'ai mis plein de petites choses en place sur tout l'album pour que ce soit signifié, qu'on s'en rende compte, parce que je montre les saisons qui passent d'un côté, alors que attends, je vais révéler le twist en fait. Non, ouais. Non, mais par exemple sur tout l'album, en fait, le robot principal, lui, il voit des saisons passer, il s'évanouit pendant 15 jours. Et on sait pas vraiment quand est-ce qu'il se réveille, mais il y a un moment quand il part d'un endroit, il se met à neiger alors que c'était l'automne quelques pages avant. Donc en fait, j'amorce ça de manière assez dans le détail. C'est vraiment de la narration par l'image jusqu'au moment où tu le mets vraiment en scène, et là tu peux là tu constates le truc et tu fais ah mais oui d'accord, c'est pour ça qu'il montrait des feuilles en gros plan alors qu'on en a rien à faire de feuilles d'érable en gros plan. Alors que c'est quand même important les feuilles d'érable. Alors que c'est grave important les feuilles d'érable. C'est un peu la première cause mondiale pour laquelle il faut se battre. Et tu comptes révéler quand même ce qui s'est passé justement dans ce qu'on ne voit pas, ça oui là du coup on va un peu comme là où au début il y a un petit flashback, je vais montrer, il y a forcément un twist dans le twist aussi, donc parce que personne peut croire à ce que donc je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé et du coup parce qu'après c'est mon dernier album aussi maintenant, c'est un peu cette série tu mets pas fin à ta carrière. Non, je mets pas fin à ma carrière, en tout cas je l'annoncerai pas comme ça. C'est trop bien. En fait c'est la dernière, allez salut, voilà. Je me casse. Drop the mic. C'est ça. T'as changé d'éditeur entre temps? Oui, puisque donc on l'a dit un petit peu en préambule, mais Thomas Aragon qu'on avait reçu dans le deuxième épisode ne travaille plus chez Dargo. Comment ça se passe alors la transition ou la transmission, le passage du projet à une autre personne alors? Je sais pas vraiment comment ça s'est passé en interne, mais en tout cas maintenant je suis avec Anaïs Aubert, qui est du coup éditrice pour Dargo. Je propose qu'on fera le 4e épisode avec elle si elle est partante. Carrément. Si elle me déteste pas d'ici là. D'ici là, oui. Non, mais ça. Après, c'est forcément, je vais changer de façon de travailler parce qu'avec Thomas, on avait établi une confiance. Et il savait à peu près où j'allais. Là où avec ma nouvelle éditrice, maintenant, il faut aussi qu'elle prenne en main la série, là où elle en est, qu'elle sache un peu comment je travaille et comment le projet va avancer, à quel rythme et compagnie. Donc c'est plutôt ça qui va être important, c'est de mettre un peu à plat ma façon de travailler, aussi à moi de voir comment elle veut travailler elle aussi, parce que c'est une éditrice, ça reste chacun sa méthode. Ouais, mais ça reste important dans le processus créatif aussi, tu vois, il faut communiquer avec son éditeur, il faut lui montrer ses avancées, il faut qu'il donne son avis, il y a pas de il faut l'écouter, donc c'est aussi on va tous les deux faire des concessions, faire des efforts. Mais il faut apprendre un peu à se connaître. Là où Thomas, on en était à 3 albums. Est-ce que tu sais, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est quoi la fin? Oui. Ouais. En fait, je la sais depuis le départ. Ouais, c'était depuis le départ. J'ai même ma phrase que j'arrête pas de dire. Tu sais, je suis un mauvais agent de voyage. Tu sais, je sais où on va. Je sais qu'on y arrivera. Par contre, le trajet, on peut improviser. Tu vois, peut-être à un moment, on va prendre un tuk-tuk. C'était pas prévu, mais on va arriver, t'inquiète, à destination. Peut-être on va prendre un avion, peut-être on va prendre un cheval mécanique. Non, c'est plus très écolo, ça, quand même. C'est un avion mécanique? Ça ne marche pas comme ça. Si c'est mécanique, ça va. Ouais, si c'est mécanique, genre avec des ailes qui battent. Un avion qui bat des ailes, voilà. Ah ouais, non, mais le modèle de Léonard de Vinci, tu sais que ça marche pas très bien, hein, la machine volante et tout ça. J'ai vu Spider-Verse.
Du coup, ça marche. On peut faire un vautour mécanique, Vincent. Ah ouais, j'avoue comme ça. Ouais, mais c'est pas un avion du coup, c'est juste un... Oh, ça va, tu chipotes. J'avoue, je chipote un petit peu. Et alors, de ce que je comprends aussi, c'est que Yojimbot, en même temps que ça continue de se développer, ben toi, en tant qu'artiste, maintenant on commence à identifier qui c'est Sylvain Repos. Ouais. On te démarche, t'as d'autres projets qui sont déjà en cours, parce qu'en général aussi, voilà, c'est que quand un auteur est en train de terminer une BD, généralement il a déjà un ou deux, voire parfois plus projets en plus. Comment ça se passe de ton côté? C'est vraiment, il y a des gens qui sont venus te parler, ou toi-même t'as des idées que t'as déjà commencé à élaborer, et comment on trouve le temps aussi pour gérer le fait de, quand même, il faut pas abandonner Yojimbot, hein, parce qu'on veut tous savoir la fin, mais il faut effectivement aussi toi-même que tu penses à l'après, parce que tu vas pas juste rendre la dernière planche et te dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Non, ça s'anticipe, parce qu'après il faut le temps de produire et tout ça, quoi. Oui, faut avancer un peu en canon, tu vois, quand avant de finir un projet, faut en lancer un autre. En tout cas, faut avoir des pistes. On reste des entrepreneurs quand on est auteur, donc en fait, si on signe pas, on n'est pas payé, quoi. Donc moi, après le succès de Yojimbot, on est pas mal venu me proposer des projets plus ou moins grands, d'autres projets BD, mais bon, pour le moment, j'essaye de me cantonner à ma série à moi pour avancer, même s'il y a quelques petites choses qui arrivent assez vite. Mais là, plus récemment, c'est plus pour des jeux de société, pour des projets d'illustration à droite à gauche, où on vient un peu me chercher, où je suis très content de le faire, parce que justement, ça reste des petits bacs à sable pour pouvoir faire des tests qu'après je pourrais mettre dans mon album. Là, par exemple, je fais un jeu où je dois dessiner des kaiju et d'autres robots. Et donc, en fait, c'était vraiment très cool, parce que j'ai pu tester des designs de robots, tester de la colorisation aussi, parce que sur mon album, j'ai une coloriste, mais j'aime bien... C'est toujours Noiry. Hein. Ouais, c'est toujours Noiry, mais j'aime bien lui envoyer des petites rêves de trucs que je fais, en disant là j'ai fait ces couleurs là, je trouve que ça marche bien, est-ce qu'on peut dire que cette scène là on l'ait fait avec cette palette là. Donc en fait moi j'aime bien ces projets pour le moment d'illustration où je peux vraiment m'entraîner, m'exercer, m'améliorer, tout en développant un peu mon univers et un peu mon image de marque, pour ainsi dire, ou pour qu'on puisse un peu identifier mon style autre que juste par mes BD, quoi. Ouais, parce que mais après tu me dis que tu fais un jeu de société où tu dois faire des monstres et des robots. Est-ce que t'as pas peur trop rapidement d'être typecasté, en fait, d'être Sylvain Robot, en fait? Bien joué. T'as vu ça? Oh là là, elle était même pas préparée. Hein. Ah ouais? Non. C'était de l'impro, sans filer comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah écoute, non, justement, j'ai d'autres projets qui arrivent dans tout autre univers, avec justement des palettes un peu différentes, avec une tonalité différente, avec quasi un style différent. Parce qu'en fait, là, moi, j'ai évolué en 3 ans graphiquement, et ça se voit pas forcément sur Yojimbot, parce que j'essaye tu dois essayer d'être constant. Voilà, j'essaye d'un peu d'aplanir le tout. Là où j'ai d'autres ambitions sur mon style de dessin, et en fait, par exemple, j'ai un projet avec Label 119, où je vais faire 30 pages pour le reader, où justement je vais pouvoir un peu durcir mon trait, raconter une histoire un peu plus trash, à y aller dans ce que je sais faire, en fait, là où je peux pas me le permettre forcément sur cette série-là, parce que je l'ai commencé d'une certaine façon, avec un certain style, avec une colorisation assez particulière, donc maintenant faut s'y tenir. Là où sur ce genre de projet, je vais pouvoir un peu me faire identifier comme ayant d'autres cordes à mon arc, quoi. Et faire de l'illustration aussi, même juste en tant que faire des prints, des choses comme ça, c'est aussi des choses que tu envisages de faire, ou même de la commission, pour reprendre un peu le modèle américain. Oui, j'en fais de temps en temps. Je suis jamais, je fais pas de, c'est pas moi qui démarche, en tout cas. C'est pas moi qui, tu vois, je poste pas sur mes réseaux, je suis open commission ou des choses comme ça. Je laisse les gens venir. Pour le moment, je préfère me concentrer sur les projets que je signe. Et ceux pour qu'on vient me voir, j'y réfléchis, mais je vais pas le chercher, en tout cas. Mais à terme, j'aimerais me diversifier, faire des couvertures pour des livres, ce genre de choses, parce que j'aime l'objet, et puis j'aime aussi être dans tout le processus de création, là où pour ma BD, je peux pas être à la colorisation, quoi. T'es pas réfractaire du tout à l'idée de travailler avec un scénariste, et donc de suivre le scénario de quelqu'un d'autre? Non, justement, c'est voilà, ça ferait 3 ans que je suis tout seul sur ma BD avec une coloriste, et à faire les tournées de promo tout seul,
Et je me rends compte que au-delà de ça, ça fait aussi beaucoup de responsabilités. Scénario, dessin, ça fait, on est vraiment tout seul sur son navire et c'est des choses que j'aimerais bien déléguer aussi, pouvoir justement suivre le scénario de quelqu'un, pouvoir me dire ok, l'histoire c'est sa responsabilité à lui. Moi je fais en sorte que ce soit stylé en images, ou inversement, j'aimerais bien aussi des fois écrire quelque chose pour que quelqu'un se réalise des belles images avec ça, des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Comme là, je suis toujours très surpris des couleurs que fait Noiry, où je suis où des fois vraiment je tombe de ma chaise tellement c'est stylé, quoi. Et j'aimerais bien avoir ça, tu vois, aussi en dessin, tu vas pouvoir me recevoir les planches d'un gars ou d'une fille qui me disent, et je fais waouh, ça défonce. Est-ce que tu pourrais aussi vouloir juste écrire alors pour un artiste à l'inverse? Ouais, parce que j'ai plein de pitch, des choses que j'ai pas forcément développées, mais des idées où je me dis ah mais tiens, ça j'aimerais bien le raconter, mais pas forcément le dessiner, tu vois. Je veux pas me lancer. Je pense que c'est une bonne idée, mais j'ai pas envie de passer un an dessus. Bonne idée de feignasse, quoi. Bah, il y a des trucs comme ça. J'aimerais bien faire un truc avec des robots géants dans des villes à l'architecture labyrinthique et recouverte de végétation cuboïde. J'ai pas envie de le dessiner. Alors, qui c'est qui va faire ça? Je vois un petit peu comment tu fonctionnes. Très bien. Alors, en ouverture, juste, dans quel état tu te sens là parce que tu as déjà commencé sur le tome 4? Ouais, en tout cas, j'ai fait mes pistes et je commence à l'écrire. Voir un petit peu juste dans quel état tu l'abordes. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es anxieux? Est-ce que tu sais que c'est bon, tu vas arriver à bon port et que s'il y a quelques petits remous, c'est pas bien grave? Ouais, je suis pas anxieux sur le fait de le faire. Par contre, je vais être très précautionneux, je vais vraiment celui-là l'écrire à la bulle près, sûr, parce que là, la pagination, on pourra pas trop tricher non plus. Va falloir là, pour le coup, en 150 pages, va falloir mettre beaucoup de choses, va falloir aussi garder ce côté un peu jubilatoire avec des beaux décors, des belles choses, mais il va falloir surtout boucler cette histoire. Vraiment désamorcer ce qu'on a amorcé, répondre à toutes les questions que j'ai posées. Donc, c'est plutôt ça où je fais, non, mais là, il va peut-être falloir faire, tu vois, un beau paperboard avec des ramifications, avec mes petits fils rouges, comme si je faisais une enquête, pour être sûr que tout soit bien raccordé et que je réponde vraiment à tout ce que j'ai mis en place. Un horizon de sortie de prévu déjà? Enfin, une envie plutôt? Une envie, oui. J'aimerais bien qu'il sorte pour Angoulême 2025. Ouais, donc enfin, genre pour début 2025 alors? Ouais. Très bien. Eh bien, on verra si tu arrives à tenir cet engagement. En tout cas, cette envie. D'ailleurs, tu ne t'es pas engagé. Je ne vais pas te faire dire ce que tu n'as pas dit. Mais en tout cas, je te remercie, Sylvain, d'être venu à toi. Une fois de plus, nous, à parler de ton travail. Donc, on se reverra sûrement d'ici 2025 pour aborder Yojimbot. Mais entre-temps, peut-être qu'on pourra parler de ces autres projets sur lesquels tu es au travail. En tout cas, nous, on kiffe ton taf depuis le début et on apprécie de pouvoir le suivre régulièrement. Merci et puis, à vous. Et si moi je reste dans ce domaine aussi longtemps que possible, hein, peut-être qu'après on aura vraiment un podcast repos, où on pourra suivre la façon. Si ça se trouve, dans 10 ans, on fera des podcasts ensemble et tu seras pédant comme pas possible et tout ça. Et on dirait, tu te rappelles l'époque où t'étais là dans des petits ateliers, t'étais un peu timide et tout ça. Maintenant, t'es qu'un gros connard. On verra, on verra. Ça veut dire que je le suis pas encore. Pour l'instant, non, pas du tout. Je prends. En tout cas, donc, Yojimbot, c'est 3 tomes, c'est disponible chez Dargo, il me semble. Alors, je connais pas le prix par cœur. Est-ce qu'il est marqué? C'est 17 €, je crois. C'est 17 €. Voilà. C'était un petit peu, je crois, il y a eu un petit. Il y a eu une petite inflation, forcément. Comme pour toutes les maisons d'édition. Et c'est super cool si vous aimez les robots, les samouraïs, l'époque, j'allais dire l'époque Edo du Japon, genre de choses-là. Eh bien, c'est pour vous. Et en plus, les chevaux mécaniques, c'est grave stylé. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle que si après votre passage en librairie, vous avez, qu'est-ce que je vais dire, vous avez encore des sous, si malgré tout vous en avez encore, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee. Et sinon, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est simplement de partager l'émission pour nous, mais surtout pour Sylvain et pour faire découvrir sa bande dessinée. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Bisous!
percé. J'ai sucé. Et là, c'était enregistré, c'est parfait. Ah, merde. Ça fait l'intro. Ça fait l'intro du podcast. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Sylvain, pour t'en sortir? J'ai travaillé énormément. Ouais. C'est pas ce que j'ai entendu. Du coup, en plus, je peux très bien faire du... Tu sais, maintenant, je peux cutter. J'ai un extrait, du coup, où tu dis juste sucer. Du coup, à chaque fois que je te vais te poser des questions, en disant, ouais, comment t'as fait? Tu diras, ouais, j'ai quelque chose. Et moi, je ferais, j'ai sucé. Merde. Machin. T'es foutu. Putain, j'aurais dû faire le podcast avec ChatGPT et pas avec toi. Exactement, ouais, parce que je suis pas sûr que ce soit aussi fun. Allez.